Coucou les Opipios, moi c'est Opipiam, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de traiter un sujet qui m'a été demandé dans les commentaires récemment. D'ailleurs si vous avez d'autres affaires que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire et puis je regarderai tout ça. En attendant, aujourd'hui je vous ramène en France pour la première fois de ma chaîne. On va retourner dans les années 2000 pour suivre l'affaire, la triste affaire du petit Antoine Brugerolles. Alors si vous êtes prêts, je vous laisse vous mettre au chaud, vous couvrir d'un petit plaid et on est parti. Nous sommes le 11 septembre 2008. Alexandrine Brugerolles de Freycinet et Sébastien Ribière, son petit ami, vont au restaurant asiatique en bas de chez eux. À 21h30, le couple se décide à rentrer dans le logement qu'ils partagent ensemble au 1 rue des Fours à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Là-bas, il s'y trouve le fils d'Alexandrine, Antoine, qui a 6 ans, accompagné des 2 chiens de Sébastien. Alors on ne sait pas trop pourquoi Antoine n'a pas été convié au repas, on imagine que soit il était malade, soit il était puni. Dans tous les cas, il se trouvait à la maison devant la télévision. Alexandrine et Sébastien vont donc rentrer chez eux. Ils ne vont rien trouver d'étrange dans un premier temps, la porte est fermée comme ils l'avaient fait avant de partir, la télé est allumée, les lumières sont allumées, les chiens sont tranquilles, mais ils vont vite se rendre compte qu'il manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. En effet, après maintes reprises, après l'avoir appelé, Antoine ne répond pas, il ne se trouve nulle part. En fouillant un petit peu plus, Alexandrine et Sébastien vont se rendre compte qu'il manque un paquet de chips, un sac à dos et le manteau du petit garçon. Vers 22h, Alexandrine va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle va appeler la police dans la précipitation et leur expliquer que son fils a disparu. Malheureusement, la police ne va pas se presser parce que Antoine, bien qu'il ait 6 ans, est plutôt connu pour se promener dans les rues d'Issoire, sur les places malfamées ou justement avec son sac à dos pour se rendre chez son arrière-grand-mère à pied, et ça plutôt très souvent. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, ils vont considérer qu'il s'agit d'une fugue. Mais si je vous parle de cette histoire, vous pensez bien que les choses ne se sont pas passées de cette façon. Puisqu'en fouillant un tout petit peu, pas bien loin même, ils vont se rendre compte que Antoine a loupé l'école depuis plusieurs jours et que sa mère, Alexandrine, ne répond pas aux appels du directeur de l'école pour savoir ce qui se passe justement. Alors, est-ce que c'est une simple fugue ou est-ce que ça va plus loin que ça ? Les heures passent, on arrive au petit matin et Antoine n'est toujours pas revenu. Je vous le disais, il est considéré comme débrouillard, il se promenait souvent seul, il était souvent seul d'ailleurs chez lui, il faisait sa petite vie, voilà. Mais la police vraiment va commencer à s'inquiéter, il n'y a aucune nouvelle, il fait froid et c'est un petit garçon quand même. Alors, avant de lancer l'alerte enlèvement qui venait en fait d'être établie en France à ce moment précis et qui ne répondait pas en fait aux normes, il n'avait pas les critères de l'alerte enlèvement puisque ici justement l'enlèvement n'était pas prouvé à 100%. Les gens pensaient que c'était une fugue, il n'y avait pas lieu d'avoir un enlèvement et c'est pour ça donc que l'alerte enlèvement n'a pas été proclamée. Dans tous les cas, nous arrivons au vendredi matin, le lendemain. Les policiers perdent espoir, comme les parents, et les gendarmes d'Issoire vont commencer à sillonner la ville et ses alentours. Ils vont appeler des chiens renifleurs qui vont justement marquer un étang à proximité d'Issoire. Des plongeurs vont s'y rendre mais ne vont rien trouver. On va fouiller forêts, mines anciennes, des grottes grâce à des spéléologues. Des hélicoptères vont aussi être apprêtés avec des caméras thermiques pour un peu sillonner tout l'endroit. Malheureusement, la météo n'est pas bonne et il faudra donc attendre dimanche après-midi, soit 3 jours après la disparition d'Antoine. Alors évidemment, ils ne vont rien trouver. On va fouiller des égouts, des grottes comme je vous disais. Il y aura plus de 1500 auditions de fête dans la ville d'Issoire et la maison d'Alexandrine et Sébastien sera perquisitionnée. On ne va rien y trouver à part 2 minuscules taches de sang sous le radiateur dans la chambre d'Antoine, ce qui vous imaginez bien n'est pas suffisant pour estimer qu'il a été tué ou qu'il y a eu beaucoup plus de sang que ça. Là on parle de 2 taches de sang, ça peut très bien être une coupure, une blessure comme ça qui n'a absolument rien de mortel. 3 jours après la disparition d'Antoine, le procureur d'Issoire va ouvrir une information judiciaire. En gros, c'est une phase de procédure dans laquelle la police judiciaire recherche l'auteur d'un crime pénal. Donc en gros, il lance une recherche justement pour retrouver Antoine et surtout la personne qui l'a kidnappé.
L'information judiciaire sera menée pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans. Le procureur lui-même dira « Plus le temps passe, plus l'hypothèse de la fugue perd de la consistance et je ne suis pas très optimiste. » Malgré ça, et en recherchant bien, les soupçons vont vite se tourner vers les parents, du moins la mère d'Antoine et son compagnon, par rapport à quelques informations qui ne sont pas plutôt de bon augure pour les deux adultes. Comme je vous disais, Antoine a loupé l'école depuis quelques jours. Le 2 septembre, il a fait sa rentrée scolaire, sans souci, mais depuis ne s'est plus rendu à l'école. D'après Alexandrine, il avait une gastro et donc ne pouvait pas aller à l'école. Et justement, le lendemain de sa disparition, devait retourner en cours. Soi-disant, justement, ça le tracassait tellement que c'est possible qu'il ait fugué justement parce que voilà, il n'avait pas envie d'y retourner. Il y a aussi d'autres choses qui vont servir à inculper les parents, si je puis dire. Quelques jours avant la disparition d'Antoine, ils se sont rendus au supermarché et ont acheté des sacs de poubelle de 100 litres. Généralement, vous le savez très bien, ça sent pas très bon dans ce genre de situation. En plus de ça, les sacs n'ont jamais été retrouvés. Et on va aussi analyser un pyjama d'Antoine dans lequel il était censé avoir dormi plusieurs jours d'affilée selon Alexandrine. Mais en étudiant un peu plus justement les fibres du tissu, tout le pyjama en lui-même, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune trace d'ADN d'Antoine. Donc, soit il n'a jamais mis son pyjama là, soit elle ment. Et puis, les choses vont s'accélérer. 13 jours après la disparition d'Antoine, Alexandrine, Sébastien et 6 amis à Sébastien vont être placés en garde à vue. Alors si pour les uns, ça semble plutôt simple de s'en sortir, pour Alexandrine, c'est très différent. En fait, les policiers eux-mêmes vont dire qu'elle a été en fait impertinente, que son emploi du temps était bancal, ne correspondait jamais à ce qu'elle disait une fois ou l'autre, qu'elle était assez vaseuse. Enfin, vraiment, ils n'avaient pas un bon sentiment envers cette personne-là. Malgré tout ça, ils vont tous être relâchés faute de preuves. Alexandrine Brugerolles de Fraissinet a 23 ans au moment des faits. Elle vient d'une famille noble d'origine corrézienne et n'a jamais connu son père, tout comme Antoine ne connaîtra pas le sien quand elle accouchera à l'âge de 17 ans. On dit d'elle qu'elle a eu une enfance chaotique baignée dans l'alcool et dans la drogue et les mauvaises fréquentations et qu'elle a une langue bien pendue. Après son accouchement, elle va devenir serveuse mais sera très vite condamnée en 2003 à 18 mois de prison pour trafic de drogue. On dit d'elle que c'est une personne extravertie, qui a toujours les cheveux rouges et des habits très colorés, bref, on la remarque facilement. En 2006, elle va être embauchée au Bon Crouton. C'est un bar-restaurant sur la place centrale d'Issoire, donc pas très loin de chez elle. Et ce restaurant est tenu par Stéphane Bourselin. C'est important d'entendre ce nom-là puisqu'elle a eu une relation avec ce fameux Stéphane, son patron donc, puis elle a rompu plutôt rapidement. Depuis, la relation entre les deux était plutôt tendue. On disait qu'ils avaient une relation orageuse et même que Alexandrine avait cherché à démissionner plusieurs fois. Elle se sentait plus bien dans ce travail-là, mais justement, comme elle n'avait rien d'autre à côté, elle restait à chaque fois. De plus, les horaires en restauration, pour ceux qui le savent, sont plutôt très compliqués et elle ne voyait pas beaucoup Antoine en fait. Elle le confiait soit à l'arrière-grand-mère, et dans ce cas-là, c'était à lui d'y aller à pied, soit il restait tout seul chez eux. Alors oui, effectivement, parfois Antoine venait au restaurant, restait à l'arrière-boutique, s'entendait d'ailleurs très bien avec Stéphane, le patron. D'ailleurs, on disait qu'ils jouaient souvent ensemble, qu'ils regardaient des vidéos et que Stéphane lui avait même offert une PlayStation. C'est en juillet 2008 qu'elle va rencontrer Sébastien. En fait, il passait des heures au restaurant à la draguer, à essayer d'avoir son numéro en tchatchant, vous voyez, et ça va finir par marcher comme vous le savez très bien. Sébastien a à peine 3 ans de plus qu'elle, il me semble, en tout cas moins de 5 ans. Il est toujours accompagné de ses 2 chiens, ils sont inséparables et il n'a aucune profession. Il est connu des gendarmes pour de nombreux trafics de drogue et de nombreux problèmes liés à la drogue. Un jour, une amie d'Alexandrine témoignera en le disant qu'il l'a attrapée par la gorge. Cette amie-là, pas Alexandrine, il l'a attrapée par la gorge. Parce qu'en fait, cette femme-là l'a accusée de tirer son amie vers le bas et de la faire replonger dans les démons qu'était la drogue.
Une proche d'Alexandrine va confier à la police également qu'elle a entendu Sébastien un jour dire qu'il allait corriger Antoine quand il ferait des bêtises. Alors je ne sais pas si Alexandrine était au courant de tout ça, mais dans tous les cas, elle a continué sa relation avec ce fameux Sébastien qui semble être un bon garçon en tout point. Antoine était un petit garçon de 6 ans qui avait un caractère dit explosif. Il était turbulent, se permettait beaucoup de choses car sa mère ne le grondait presque jamais. Une amie de sa mère, justement, disait qu'il était froid et qu'il avait un regard très dur, un regard qu'un petit garçon de 6 ans ne devrait pas avoir. Il était souvent livré à lui-même, souvent seul, il déambulait dans les rues ou se rendait chez son arrière-grand-mère pour sûrement avoir un peu de compagnie. Alors, forcément, tout ça s'est ébruité et l'opinion publique a été au courant des affaires de drogue, du couple qui était considéré comme toxicomane du coup. Ils vont se forger un avis et décrire Alexandrine comme une aguicheuse alors qu'elle n'a eu une relation qu'avec Sébastien et son patron de ce que l'on sait, de ce qu'il y a de plus récent en tout cas. Et Sébastien sera vu comme un homme violent. Il y a des témoignages qui disent qu'il forçait Antoine à prendre des douches froides, voire gelées, sans qu'il n'ait le droit de se sécher derrière, ou encore qu'il le laissait debout pendant des heures avec une planche en bois sur la tête et des bouquins posés dessus. Donc pareil, est-ce qu'Alexandrine s'est rendue compte de ça ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose ? Visiblement non. Et on peut considérer que les nombreux déplacements seuls d'Antoine dans les rues sont sûrement un petit peu en sont sûrement la cause. Peut-être qu'il a voulu se changer les esprits, peut-être qu'en soi il demandait de l'aide en restant seul comme ça, mais personne en tout cas n'a rien fait, même pas sa mère. L'enquête avance, mais elle n'avance pas dans le bon sens du terme. En fait, elle piétine. On cherche des indices, on cherche toutes choses possibles, mais à chaque fois, ça ne donne rien. Par exemple, il y a des rumeurs comme quoi le 11 septembre, une voisine l'a entendu jouer vers 19h45 au-dessus de chez elle. Des gens disent l'avoir vu dans la rue le 3 et le 6 septembre également, sans aucune preuve en plus. Cette même voisine dira que ce même soir du 11 septembre, vers 21h je crois, elle a entendu une voiture se garer, des pas dans l'escalier qui menait à l'appartement, du bruit, puis la voiture est partie, il n'y avait plus aucun bruit. À ce moment-là, elle aurait vu Antoine sortir avec un gros sac de sport qui faisait presque sa taille, un sac qui devait appartenir à Sébastien, comme on peut en déduire, un sac rempli de vêtements. Pareil, moi j'ai juste entendu cette rumeur-là dans un article de presse, je ne l'ai pas revue, alors je ne vais pas m'avancer en vous assurant que ce soit vrai ou faux, dans tous les cas, je l'ai lu et je préfère le mentionner. Malheureusement, et comme rien n'avance comme il le voudrait, le vendredi 21 septembre, les recherches seront suspendues. En 2012, Sébastien sera arrêté pour trafic de drogue et envoyé à la prison de Nîmes. C'est assez important à retenir puisque par la suite, en mars 2017, les choses vont un petit peu bouger dans l'affaire de la disparition d'Antoine. Un codétenu à Sébastien dit qu'il lui aurait confié, pendant qu'il regardait une émission de disparition, justement et apparemment sur la disparition de la petite Fiona, qu'Antoine était mort. Il aurait mangé une boulette d'héroïne ou de cocaïne qui se trouvait sur la table basse chez eux. Il en est mort, il a fait une overdose, ils ont donc enterré son corps dans une colline près d'Issoire. Ce témoignage va être pris très au sérieux, surtout par le procureur de la République de Clermont-Ferrand, qui va qualifier le témoignage justement de sincèrement crédible. Mais l'avocat de Sébastien, maître Cagny, dira qu'il l'a inventé justement après avoir vu l'émission de Fiona et donc qu'il s'en était inspiré. Il dira également à ce sujet: ce qui est terrible dans cette mise en examen, c'est qu'elle suppose qu'Antoine est mort alors que rien ne le prouve, puisque le 11 avril 2017, Alexandrine et son maintenant ex-petit ami Sébastien vont être mis en examen pour homicide involontaire par manquement délibéré, recel de cadavres, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère. Le même avocat dira: il est très décevant de voir que la justice accorde du crédit aux propos opportunistes d'un toxicomane multirécidiviste qui espère des réductions de peine. Celui d'Alexandrine dira à son tour:
Cette mise en examen est fondée sur des propos dont la crédibilité n'a absolument pas été vérifiée. Effectivement, il ne me semble avoir vu nulle part qu'on a été fouiller les collines d'Issoire comme Sébastien en aurait parlé et normalement là où Antoine devrait se trouver. Suite à ça, et vous vous en doutez, pour protéger, pour défendre leurs clients, les deux avocats vont contester les poursuites. Mais juste un peu avant le jugement pour l'homicide involontaire contre Antoine, en 2018, quelques mois avant, il me semble vraiment quelques semaines avant en tout cas, le couple a également été jugé pour une autre affaire et là, ils ne pourront pas s'en sortir à mon avis. Ils vont être jugés pour le meurtre de Karine Décile. Alors je ne sais pas si je le dis bien. Elle avait 33 ans et son corps a été retrouvé en décomposition dans sa baignoire à Marseille en juin 2011. Son corps en fait était plongé dans l'eau et cela depuis un certain temps. Et malheureusement, il fut impossible pour les médecins légistes d'établir précisément les causes de sa mort. Mais ce qui est le plus étrange et ce qui justement inculpe le couple, c'est qu'ils ont été hébergés chez cette femme et ils diront s'être disputés pour 500 grammes de cocaïne ce jour-là. Voilà, c'est tout ce qu'ils diront à ce sujet-là, mais ils seront interpellés un an plus tard à Luberon dans leur maison après un examen du téléphone de Sébastien et des SMS qu'il aurait échangés justement avec Karine et même avec d'autres personnes en justement parlant de ce meurtre-là. L'accusation pense qu'ils sont restés plusieurs jours dans l'appartement après la mort de Karine et qu'ils sont un couple maléfique, qu'ils forment un mauvais mélange. Ils seront jugés une première fois en 2016 et Antoine, à la lecture du verdict, va simplement faire un doigt d'honneur au tribunal. Ouais. Puis comme je vous disais, ils vont être rejugés en 2018. Alexandrine prendra 2 ans de prison pour recel de cadavres et Sébastien 20 ans pour meurtre et cette fois-là, il se tiendra à carreau pendant la délibération qui prendra quand même 10 jours. La demande des avocats quant à la contestation du témoignage du codétenu a été refusée et fort heureusement. L'affaire sera relancée en avril 2018, mais à ce jour, on n'a toujours rien. On ne sait toujours pas où se trouve Antoine. Et pour l'instant, en tout cas, les 2 adultes n'ont reçu aucune condamnation. Je n'ai pas trouvé d'informations, en tout cas. Alors ça remonte maintenant à 2018 quand même. Puisque comme en fait les avocats ont contesté que ça a été refusé, ils reprennent tout de zéro. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais vous vous doutez bien qu'avec la situation actuelle, donc le Covid, je pense que beaucoup de choses ont été retardées. Depuis le 11 septembre 2008, date de la disparition d'Antoine, les enquêteurs de la section de recherche d'Auvergne et du groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme travaillent sans relâche pour retrouver le petit Antoine. Ils n'ont jamais, en tout cas, lâché l'affaire, si je puis dire, même si les recherches en elles-mêmes sont arrêtées. Alors si des personnes ont des informations, si quelqu'un sait quelque chose ou a entendu parler de quelque chose, il est possible de joindre par ce numéro, le 0800 87 24 49, justement la police d'Issoire spécialisée dans la disparition d'Antoine. Vous pouvez également les joindre par mail à disparition.antoine@gmail.com ou par courrier à Disparition Antoine, BP 1040 63 501, Issoire Cedex. L'arrière-grand-mère d'Antoine, qui apparemment est la seule pour qui il est vraiment compté, et c'est vraiment triste à dire d'ailleurs, dira « C'est injuste qu'Antoine ne soit plus là ». Ghislaine Brugerolles de Fraissinet a attendu Antoine. Je ne sais pas si elle est décédée, mais en tout cas, si elle ne l'est pas, elle l'attend toujours. Et elle l'a toujours attendu en fait, assise dans l'herbe, l'endroit même où Antoine jouait avec elle 1 mois avant sa disparition. À ce moment-là, Alexandrine l'avait laissée chez sa grand-mère à elle, puisqu'elle était partie en vacances avec Sébastien, avec qui elle était depuis 1 mois. C'est ici malheureusement que s'arrête l'affaire du petit Antoine Brugerolles. Comme je vous le disais, son corps n'a pas été retrouvé. On n'a d'ailleurs aucune preuve qu'il soit décédé, mais la police pense que c'est le cas. Un petit garçon, à cet âge-là, ne peut pas survivre seul,
comme ça dehors, en plein mois de février justement. S'il était en vie, il aurait trouvé quelqu'un, il aurait cherché à contacter sa famille peut-être. En tout cas, c'est malheureusement comme ça que se termine cette histoire. Et j'espère sincèrement qu'on retrouvera Antoine. En attendant, j'ai une grosse pensée pour lui et pour son arrière-grand-mère. Pour les parents, c'est plutôt compliqué, du moins pour la mère et son petit ami, son ex-petit ami. Je n'arrive franchement pas à me faire d'avis à ce sujet-là. Je trouve que c'est tout à fait possible qu'il soit mort d'une overdose en ingérant de la drogue dure et qu'ils aient décidé de cacher son corps puisqu'on n'a jamais retrouvé les sacs poubelles. Vraiment, je penche vraiment dans le sens où c'est la mère et le beau-père qui l'ont enterré. Peut-être pas tué, mais enterré du moins. J'espère que cette histoire vous a plu, malgré qu'elle soit très compliquée à entendre et à raconter pour ma part en tout cas. La prochaine vidéo sera assez singulière. Je voudrais en fait lancer une nouvelle rubrique sur ma chaîne. Si je l'ai le temps, elle sortira la semaine prochaine et je vous laisserai la surprise. On restera dans les affaires criminelles mais un peu différentes. Encore merci à tout le monde pour les abonnements, les likes, les commentaires, ça fait un plaisir fou, ça me booste pour continuer à avancer. Merci également à Becca et à Marie-Eva qui ont toutes les deux une chaîne True Crime et qui font un super travail. Si vous ne les connaissez pas, alors allez les voir simplement. Allez, bonne journée et à bientôt. Bisous!